ABC News that U.S. air and naval assets hit dozens of Houthi targets in Yemen, including missiles, radar, drones, and air defense systems. Lorsque des chasseurs américains ont traversé le ciel nocturne du Yémen le mois dernier, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Sans avertissement, des F-15 américains ont largué la dévastatrice « mère de toutes les bombes » sur un centre de commandement secret des Houthis caché au cœur de Sanaa. L'explosion a illuminé toute la ville comme en plein jour, mais c'est ce qui s'est passé après que la poussière soit retombée qui a choqué tous les témoins. La réponse des Houthis n'était pas celle que quiconque aurait prédite, et en quelques heures, tout avait changé de l'autre côté de la mer Rouge. Les experts militaires essaient encore de comprendre les conséquences. 21 avril 2025, juste avant l'aube. La ligne d'horizon de Sanaa, habituellement calme à cette heure, est soudain déchirée par le rugissement des post-combustion. Aucun avertissement, aucun échange radio, juste le bruit distinct de jets américains fendant le ciel obscur. Puis l'impact, des éclairs brillants, des grondements sourds résonnant sur les montagnes, des ondes de choc traversant la capitale. Pendant quelques instants, la ville entière a retenu son souffle. Ce n'était pas une frappe sur un dépôt d'armes perdu dans le désert. C'était en plein centre-ville, le bastion des Houthis, leur capitale, leur centre nerveux, et ils venaient d'être frappés. Mais ce n'était pas qu'un acte de destruction. C'était un message délivré à la vitesse Mach. Depuis des semaines, les Houthis repoussaient les limites. Attaques intensifiées, menaces sur les voies maritimes, drones lancés, patience américaine testée. Ils pensaient que la ligne ne bougerait pas, que Washington n'oserait jamais frapper aussi profondément. Ils avaient tort. Ce qui s'est passé au-dessus de Sanaa ce matin-là n'était pas un avertissement. C'était une opération de guerre de précision, coordonnée, délibérée, menée par les meilleurs pilotes américains à bord d'avions parmi les plus avancés du monde. Tandis que les médias cherchaient des détails et que les officiels restaient silencieux, une chose était certaine. Cette frappe avait un but. Elle n'a pas seulement secoué le sol, elle a ébranlé les règles. Frappant au cœur du territoire ennemi, au centre même de leur infrastructure de commandement, ce n'est pas une routine. C'est audacieux, calculé, et cela indique qu'un changement majeur est en cours. Les jets qui ont traversé le ciel n'étaient pas en patrouille. Ils avaient une seule mission, une frappe prioritaire au cœur du territoire hostile. Les responsables de la défense américaine ont ensuite confirmé une frappe de précision coordonnée sur ce qu'ils ont appelé une cible militaire Houthi dans la capitale. Pas plus de détails, aucune liste officielle des cibles touchées. Mais les images satellites racontaient le reste. Une installation dissimulée entre des immeubles résidentiels, utilisée autrefois comme centre médiatique, puis reconvertie par les Houthis, réduite en ruines. Les scans infrarouges ont montré une activité thermique inhabituelle dans les heures précédant l'attaque, laissant penser à des réunions de haut niveau ou des transmissions de données importantes. Ce qui se passait à l'intérieur de ce bâtiment avait attiré l'attention des services de surveillance américains. Une fois la confirmation obtenue, c'est devenu une cible prioritaire. La frappe a eu lieu juste avant le lever du soleil, un timing stratégique. C'est ce moment parfait où les centres de commandement sont en pleine activité, tout en restant cachés par l'obscurité. Difficiles à repérer depuis le sol, mais parfaitement visibles à 10 000 mètres d'altitude. Les avions utilisés étaient probablement des F-15 Strike Eagle ou des FA-18 Super Hornet, tous deux capables de frapper avec précision en milieu urbain, équipés de bombes JDAM, guidées par GPS, conçues pour maximiser les effets tout en minimisant les dommages collatéraux. Des témoins ont décrit le rugissement des jets, suivi d'un grondement sourd, puis le silence. Pas de sirène, pas de défense anti-aérienne, juste l'impact et l'écho du choc. En quelques minutes, des vidéos circulaient en ligne. Les Houthis restaient silencieux, aucun communiqué, aucune revendication. Ce silence en disait long. Le CENTCOM américain restait lui aussi discret, publiant seulement une brève déclaration. La frappe visait à perturber les opérations hostiles et prévenir de futures menaces contre la navigation internationale. Mais en réalité,
il s'agissait de bien plus qu'une réponse à un drone ou à un missile. Le lieu était stratégique. Sanaa n'est pas qu'une ville, c'est un symbole, le centre du commandement, des communications et de la coordination Houthi. La frapper, surtout depuis les airs, exige confiance, renseignements et intentions claires. Pourquoi maintenant? Certains analystes estiment que la cible était liée à des signaux interceptés récemment. Transmission cryptée, mouvement de troupes suspects, indices suggérant une attaque imminente dans la mer Rouge. Si c'est vrai, les États-Unis ont peut-être agi juste à temps pour éviter le pire. Frapper une capitale est une décision lourde, aux conséquences tactiques, mais aussi diplomatiques. Et pourtant, cette fois, les États-Unis n'ont pas hésité. Car dans les conflits modernes, l'hésitation peut être plus dangereuse que l'action. Ce n'était pas une déclaration de guerre, mais c'était un avertissement. Clair, précis, impossible à ignorer. Et pour ceux qui regardèrent de loin, à Téhéran, à Beyrouth ou ailleurs, le vrai message n'était peut-être pas ce qui a été frappé, mais à quelle vitesse, à quelle profondeur et avec quelle audace les États-Unis sont allés. Bien avant que la première bombe ne tombe sur Sanaa, l'opération avait déjà commencé, non pas dans les airs, mais dans le silence au-dessus. Pendant des semaines, les services de surveillance américains observaient. Des drones survolaient l'espace aérien yéménite, les équipes SIGINT écoutaient des transmissions cryptées, les satellites suivaient les véhicules, les pics d'énergie, l'activité suspecte dans certains quartiers. La capitale n'était pas juste surveillée, elle était cartographiée, couche par couche. Les États-Unis n'avaient aucun intérêt à frapper une capitale densément peuplée sans certitude. Il fallait une frappe chirurgicale, vérifiée plusieurs fois. Et la cible, ce n'était pas un simple dépôt. C'était quelque chose de plus sensible. Selon des analystes régionaux, le site a été repéré après l'apparition d'un schéma. Communication cryptée entre Sanaa et des sites de lancement de drones Houthis près de la mer Rouge. L'hypothèse, un centre de commandement centralisé des opérations de drones, potentiellement lié à la surveillance des mouvements navals américains. Une fois le lien confirmé, tout s'est accéléré. Des vols de reconnaissance spécialisés, probablement des RQ-4 Global Hawk ou des MQ-9 Reaper, ont commencé à survoler la zone. Leurs capteurs ne cherchaient pas seulement des images, ils scannaient les signatures thermiques, les fréquences radio, les rythmes de mouvement. Toutes les données convergeaient vers les centres de planification de mission, de Diego Garcia jusqu'au QG du CENTCOM à Tampa. Un schéma s'est dessiné. L'activité s'intensifiait entre 1h et 4h du matin, exactement l'horaire des précédents lancements de drones Houthis. Des véhicules entraient et sortaient, les tours cellulaires clignotaient de signaux cryptés, les réseaux électriques montraient des pics. Pour un œil non averti, rien d'alarmant. Mais pour les analystes, l'image était limpide. Quelque chose se coordonnait ici et ne pouvait pas être ignoré. Quand le feu vert a été donné, tout était prêt. Les jets, qu'ils soient partis d'un porte-avions comme l'USS Eisenhower ou d'une base dans le Golfe, avaient un itinéraire, une charge exacte, une fenêtre de tir précise. Ils ont volé bas, vite, soutenus par des avions AWACS et des ravitailleurs KC-135. Aucune place à l'improvisation. Il ne s'agissait pas seulement de frapper un bâtiment, mais de désactiver un réseau, mettre fin à une opération avant même qu'elle ne commence. Et ce genre de frappe, celle que personne ne voit venir, dont on ne parle qu'après, c'est celle que les États-Unis réservent aux cibles les plus critiques. Car dans la guerre moderne, le coup le plus puissant n'est pas toujours le plus bruyant. Parfois, c'est celui qui commence bien avant que le monde ne sache qu'il est en marche. Le timing, en guerre moderne, est crucial. Et quand les États-Unis ont envoyé leurs jets rugir au-dessus de Sanaa, ils ne réagissaient pas. Ils saisissaient un moment. Un moment mûri pendant des semaines, voire des mois. Les Houthis avaient intensifié leurs attaques, essaims de drones dans la mer Rouge, missiles anti-navires visant des cargos, interceptions devenues routinières. Chaque incident poussait la limite un peu plus loin. Puis vint le point de bascule. Un renseignement crédible suggérant une frappe imminente et coordonnée, non en mer, mais sur plusieurs fronts. Voilà le contexte.
Et c'est pourquoi Sanaa, normalement épargnée pour des raisons humanitaires et politiques, est devenue d'un coup l'épicentre. Les États-Unis avaient un choix: attendre le prochain coup Houthi et risquer l'escalade, ou retirer la pièce maîtresse avant la partie. Ils ont choisi la seconde. Frapper la capitale n'était pas symbolique, c'était stratégique. Cela visait le cerveau, pas le poing, brisant les nœuds de commandement, coupant les veines numériques, stoppant l'offensive avant son envol. Mais il y avait plus. Des renseignements indiquaient un soutien iranien accru au réseau Houthi. Transmission cryptée, conseils techniques, aide logistique. Bien que les États-Unis ne l'aient pas dit ouvertement, les analystes estiment que la frappe sur Sanaa avait un double objectif: affaiblir les capacités des Houthis et envoyer un message limpide à Téhéran. On vous observe et on n'attendra pas. Et le choix des moyens déployés ne laissait aucun doute sur le message. Des avions de chasse, pas des drones, des pilotes à bord, des munitions de précision, une opération entièrement habitée qui en dit long en langage militaire. Cela signifie: nous sommes confiants, déterminés et prêts à frapper en profondeur si nécessaire. La frappe a également réaffirmé une doctrine simple mais puissante. Les États-Unis défendront la liberté de navigation et démantèleront tout réseau tentant de perturber les routes commerciales mondiales, où qu'ils se cachent. Et quel meilleur endroit pour prouver cela qu'au cœur même du pouvoir Houthi? Ce n'était pas une opération d'anéantissement, c'était une question de dynamique. Reprendre le tempo, reprendre l'initiative dans un théâtre devenu imprévisible. Car laisser l'adversaire dicter le rythme, c'est perdre le contrôle. Cette frappe n'était pas une réponse, c'était une remise à zéro. Et pour ceux qui observaient depuis des centres radars et des satellites dans toute la région, de la force Al-Quds iranienne au commandant au Liban, le message était clair. Les États-Unis ne se contentent plus de défendre, ils imposent désormais les règles du jeu. Dans les heures qui ont suivi la frappe, une chose est devenue évidente. Ce n'était pas juste une frappe, c'était une interruption. À travers Sanaa, les centres de commandement se sont éteints. Les communications, stables depuis des jours, sont devenues silencieuses. Les fréquences radio, autrefois pleines de messages codés, ne diffusaient plus qu'un bourdonnement statique. Ce qui opérait dans ce bloc ciblé n'était pas seulement endommagé, c'était hors ligne. Les analystes militaires, observant les signaux en temps réel, ont noté un changement brutal. Les lancements de drones ont cessé. Les zones radars sont devenues silencieuses. Les satellites ont détecté une baisse soudaine de l'activité au sol dans les zones tenues par les Houthis, autour de la capitale et le long des côtes. Les véhicules de ravitaillement, habituellement actifs la nuit, se sont arrêtés net. Le réseau avait été interrompu à sa source. Au sol, les services d'urgence s'activaient, non seulement pour contenir les incendies, mais surtout pour rétablir les communications. Et c'est là que résidait le véritable impact. Pas dans la fumée, mais dans le silence. Les États-Unis n'ont pas enchaîné avec une série de frappes. Il n'y a pas eu de deuxième vague, et cela faisait partie de la stratégie. Une frappe, un message, un effet maximal. Dans les airs, les patrouilles américaines se sont intensifiées. Des F-18 de groupe aéronaval ont maintenu leur présence au-dessus du golfe d'Aden. Des avions AWACS et des ravitailleurs ont prolongé leur mission, assurant une surveillance continue. L'espace aérien autour de Sanaa, habituellement calme en dehors des heures commerciales, était désormais devenu un échiquier invisible de surveillance et de puissance aérienne. Et les Houthis, aucun tir de riposte, aucun lancement, aucune interception. Leurs systèmes ne se sont pas seulement mis en pause, ils ont été réinitialisés. Et c'est ce qui rend cette frappe différente. Elle n'avait pas pour but de tout détruire, mais de forcer une réévaluation, de briser la confiance. Avant la frappe, les Houthis fonctionnaient selon une routine. Lancement, repli, rechargement, répétition. Mais après Sanaa, ce rythme a été brisé. Les délais ont glissé, les chaînes de commandement ont hésité. Et en guerre, même quelques secondes d'hésitation peuvent être fatales. À l'échelle régionale, les navires ont rapporté un espace aérien plus calme.
le trafic commercial dans le détroit de Bab el-Mandeb a repris plus sereinement. Les signaux de drones hostiles se sont fait rares. Le schéma d'interférence qui était devenu la norme s'est dissipé. Et peut-être plus révélateur encore, dans les espaces numériques où la propagande Houthi montait habituellement après chaque confrontation, il n'y eut qu'un silence inhabituel, pas de bravade, pas de montage vidéo, pas de menaces. Ce silence résonnait plus fort qu'aucune explosion, car dans cette phase du conflit, il ne s'agit pas seulement de ce que l'on peut détruire, mais de ce que l'on peut empêcher. Et pour l'instant, les États-Unis avaient accompli exactement cela, avec une seule frappe soigneusement ciblée et sans prononcer un mot. L'explosion à Sanaa a peut-être secoué un quartier, mais les ondes de choc ont voyagé bien plus loin, jusque dans les salles de conférence, les bunkers et les salles de briefing du Moyen-Orient. Car il ne s'agissait pas seulement d'un site de lancement de drones, il s'agissait de faire passer un message. Et ce message est arrivé avec précision à Téhéran. Depuis des mois, l'Iran fournissait discrètement aux Houthis des outils de plus en plus sophistiqués, drones, systèmes de communication, données de ciblage, non pas pour une guerre locale, mais pour exercer une influence sur la mer Rouge et menacer le commerce mondial. En attaquant ce qui semblait être un site stratégique de coordination à Sanaa, les États-Unis n'ont pas seulement frappé une cible Houthi, ils ont sapé un investissement iranien. Et ils l'ont fait publiquement, sans hésitation. Ce n'était pas une opération secrète. C'était une mission menée au grand jour, sous l'œil des satellites, des journalistes et des services de renseignement étrangers. Le message « Nous voyons ce qui se passe, et nous pouvons frapper quand nous voulons ». Pour les alliés des États-Unis dans le Golfe, ce fut un signal rassurant, la preuve que Washington est encore prêt à agir de manière décisive pour défendre la stabilité régionale. Et pour ses rivaux, un rappel. Malgré les conflits ailleurs, l'Amérique conserve une portée longue et une détente rapide. Mais ce n'est pas tout. Cette frappe est survenue à un moment où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont fragiles et où la mer Rouge est devenue une zone de tension. Avec des missiles Houthi visant des cargos et des essaims de drones survolant des détroits stratégiques, le risque n'était pas seulement militaire, il était aussi économique. C'est pourquoi le timing comptait. Frapper Sanaa a montré que les États-Unis ne se contentent plus de défendre leurs navires. Ils protègent le commerce, la coordination et leur crédibilité. Et bien que la frappe ait été limitée, le choix de la cible disait tout. Sanaa n'a pas été choisie parce qu'elle était facile. Elle l'a été parce qu'elle était centrale, au cœur des opérations Houthis, de l'influence iranienne et de l'idée qu'un proxy pouvait frapper en toute impunité. Ce n'est plus le cas. Et ce ne sont pas que les Iraniens qui regardent. À Moscou, à Damas, à Pékin, ce type d'action ne passe pas inaperçu. Cette frappe signale que les frappes de précision en profondeur sont de retour. Pas seulement pour des guerres totales, mais pour perturber des réseaux avant qu'ils n'escaladent. La puissance ici ne résidait pas uniquement dans ce qui a été détruit, mais dans la manière dont cela a été fait, sans conférence de presse, sans montée en tension, sans diplomatie publique. Juste une action. Et dans le domaine géopolitique, les actes parlent plus fort que les doctrines. Avec Sanaa encore sous le choc de la frappe, la question est maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Les forces navales américaines restent en alerte dans la région. Les groupes aéronavals poursuivent leur présence, resserrant les patrouilles autour des couloirs commerciaux et des points d'étranglement comme Bab el-Mandeb. Des escadrons d'A-10 ont été redéployés depuis des bases régionales, probablement comme démonstration de force ou en cas d'escalade. Pendant ce temps, les analystes surveillent tout signe de réorganisation. Les Houthis ont une histoire d'adaptation. Lorsque les centres de commandement sont touchés, ils se déplacent dans les montagnes, sous les villes, via des intermédiaires. Le vrai test sera de savoir si cette frappe a retardé leurs opérations ou simplement déplacé leur centre de gravité. Et au-delà du Yémen, tous les regards sont tournés vers l'Iran. Si Téhéran considère cette frappe comme un défi plutôt qu'un avertissement, elle pourrait répondre indirectement via son réseau de proxys. C'est pourquoi les radars américains ne scrutent pas que le ciel au-dessus du Yémen. Ils surveillent aussi la Syrie, l'Irak et le détroit d'Ormuz. Car quand on frappe le centre, les extrémités bougent souvent en premier. Diplomatiquement,
les États-Unis resteront probablement silencieux. Pas d'annonce spectaculaire, pas de mission accomplie, juste des résultats. Le genre de résultats qui redessinent les champs de bataille sans qu'il soit nécessaire de planter un drapeau. Mais pour les planificateurs militaires et les analystes, la frappe sur Sanaa représente autre chose, un changement de tempo, une volonté d'aller plus vite, plus tôt, et un rappel que le silence après une frappe est souvent le calme avant le prochain signal. Ce qui a commencé comme une frappe silencieuse sur une capitale endormie pourrait bien redéfinir le rythme de tout ce conflit. Les États-Unis n'ont pas seulement répondu, ils ont agi avec rapidité, précision et intention. Et lorsqu'une telle force est utilisée au cœur d'une capitale rebelle, sans avertissement ni suite immédiate, ce n'est pas juste une frappe, c'est un signal. Un signal qui dit « Nous n'attendons plus le prochain mouvement, nous le lançons ». Le monde observe maintenant. Les Houthis vont-ils riposter? L'Iran répondra-t-il? Ou bien s'agit-il du début d'une nouvelle phase où le silence venu d'en haut signifie qu'un engrenage est déjà en marche? Il faut comprendre que ce qui s'est déroulé au-dessus de Sanaa ce matin d'avril n'était pas simplement une frappe de plus dans un conflit sans fin au Moyen-Orient. Cela représentait un changement fondamental de posture opérationnelle. Pendant des mois, le schéma avait été prévisible. Les forces Houthis lançaient une attaque, les navires américains interceptaient, des avertissements étaient émis et tout recommençait. Une danse coûteuse d'usure qui favorisait ceux qui avaient le moins à perdre. La frappe du 21 avril a brisé ce cycle. Ce n'était pas une réaction, c'était une initiative. Les services de renseignement avaient dressé un tableau non seulement de ce qui se passait, mais de ce qui allait se passer. Pendant des semaines, des drones de surveillance avaient suivi les schémas, observant les mouvements de convois, repérant des signaux émis depuis certains bâtiments, surveillant les pics de consommation électrique, indiquant des opérations accrues. Rassemblés dans des centres d'analyse ultra sécurisés à des milliers de kilomètres, ces fragments formaient une image claire, la préparation d'une offensive coordonnée. Ce qui rendait ces renseignements particulièrement préoccupants, ce n'était pas seulement l'ampleur de la préparation, mais son niveau de sophistication. La signature technologique évoluait. Nouveaux systèmes de guidage, protocoles de cryptage renforcés, plateformes de lancement modifiées. Ce n'était pas simplement des innovations Houthis, cela portait la marque évidente d'un soutien extérieur. En particulier, celle de conseillers techniques iraniens qui, selon plusieurs rapports, s'infiltraient discrètement dans les régions nord du Yémen depuis plusieurs mois. L'installation visée à Sanaa n'a pas été choisie au hasard. Les imageries thermiques révélaient des schémas d'activité constants, du personnel arrivant à des heures inhabituelles, des signaux électroniques émis à des moments précis, correspondant exactement au créneau d'attaque précédente. Mais l'indicateur le plus révélateur, c'était le flux de données, des pics de communication cryptés entre ce site et les bases de lancement connues situées sur la côte, juste avant l'apparition d'essaims de drones au-dessus des voies maritimes internationales. Ce qui rendait ce site particulièrement stratégique, c'était sa nature hybride. Ce n'était pas une base militaire isolée. Il était intégré dans les infrastructures civiles, utilisant des connexions Internet commerciales, des réseaux électriques urbains, et la couverture de la ville comme protection. Les Houthis avaient, jusqu'à présent, correctement estimé que cette intégration le rendait politiquement trop risqué à cibler. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la détermination américaine et sa capacité de frappe chirurgicale. Les avions qui ont mené cette frappe ont très probablement décollé de l'USS Eisenhower, stationné en mer d'Arabie. Leur trajectoire complexe visait à éviter toute détection précoce. Mais ce n'étaient pas des appareils ordinaires. Ils avaient été configurés spécifiquement pour cette mission, avec des modules de guerre électroniques avancés capables d'aveugler les défenses adverses et des munitions spécialisées choisies pour minimiser les dommages collatéraux tout en maximisant l'effet sur l'infrastructure électronique de la cible. Les bombes larguées n'étaient pas conçues simplement pour détruire du béton ou de l'acier. Elles étaient faites pour griller des circuits, brouiller les communications et créer une zone morte électronique. Dans la guerre moderne centrée sur les réseaux, couper le signal peut être plus efficace que tuer du personnel remplaçable.
Il ne s'agissait pas de faire des victimes, mais de sectionner le système nerveux d'une opération avant même son activation. Dans les instants qui ont suivi, alors que la poussière flottait encore au-dessus du bâtiment pulvérisé, le son le plus significatif était le silence. Les chaînes médiatiques aussi, d'ordinaire promptes à des discours incendiaires et à promettre des représailles, ne diffusaient rien. Leur réseau de communication avait été décapité. Les nœuds de commandement peinaient à se reconnecter aux unités sur le terrain. Les équipes de lancement étaient soudain sans coordination. Ce silence a déclenché un effet domino. Privées de directives centrales, les unités Houthis ont adopté une posture défensive au lieu de lancer des offensives. Les opérateurs de drones, incertains d'avoir été compromis ou surveillés, ont hésité à déplacer leur matériel. Les routes d'approvisionnement se sont figées, les chauffeurs attendant des autorisations qui ne viendront pas. Le réseau s'est figé, comme retenant son souffle. Ce qui s'est produit ensuite a révélé le niveau de sophistication réelle de l'opération américaine. Plutôt que d'exploiter immédiatement l'avantage avec d'autres frappes, les forces américaines ont observé. Leurs plateformes de surveillance, drones à haute altitude, avions de renseignement électromagnétique opérant hors de l'espace aérien yéménite, ont suivi la réaction Houthi. Ils ont cartographié les protocoles d'urgence, repéré les emplacements secondaires de commandement et enrichi leur image du réseau pour des frappes futures. Cette patience était stratégique. Chaque heure de désorganisation Houthi permettait à un navire commercial de plus de traverser le détroit de Bab el-Mandeb en sécurité. Un jour de plus, où le commerce régional se poursuivait sans interruption. L'impact économique fut immédiat. Les primes d'assurance maritime, en hausse constante ces derniers mois, se sont stabilisées. Les prix du pétrole, qui incluaient un risque mer Rouge, ont légèrement reculé, les marchés intégrant une réduction du danger. Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont gardé un silence quasi total. Aucune déclaration triomphante, aucun briefing détaillé. Juste un bref communiqué affirmant qu'une frappe de précision avait eu lieu contre des cibles militaires légitimes impliquées dans des attaques contre la navigation internationale. Cette retenue était un message en soi. Il ne s'agissait pas d'une escalade, mais d'une opération de routine, l'application normale des règles de sécurité maritime. Pour les observateurs régionaux, notamment dans les États du Golfe inquiets de la montée en puissance des Houthis, la frappe a démontré une chose essentielle. Les lignes rouges américaines existent encore, et les franchir entraîne des conséquences concrètes. Après des mois de doute sur l'engagement des États-Unis dans la sécurité régionale, cette seule opération a restauré une certaine confiance dans leur détermination militaire. À Téhéran, le message a eu une autre portée. L'investissement iranien dans la campagne Houthi, des conseillers techniques aux équipements spécialisés, avait été important dans le cadre d'une stratégie d'influence indirecte. Mais la frappe sur Sanaa a montré que cette distance stratégique n'offrait plus la même protection. Si les frappes de précision pouvaient atteindre le centre-ville de Sanaa avec autant d'efficacité, d'autres opérations par procuration pourraient être tout aussi vulnérables. Peut-être plus significatif encore, cette frappe représente une évolution dans la guerre contre les proxys. Au lieu de viser des lanceurs remplaçables ou des commandants individuels, elle a ciblé l'infrastructure de coordination, les systèmes qui permettent à des groupes dispersés d'agir comme une force cohérente. Elle reconnaît que la guerre irrégulière moderne dépend non seulement des armes, mais des réseaux. Et ces réseaux ont des points critiques. Lorsqu'ils sont désactivés, les effets dépassent largement le rayon de l'explosion. Ce message n'a pas été perdu sur les autres groupes de la région. Au Liban, en Syrie, en Irak, des organisations opérant selon des schémas similaires ont commencé à revoir leurs protocoles de sécurité. Certaines ont dispersé leurs structures de commandement. D'autres sont revenues à des méthodes de communication plus anciennes, moins efficaces mais plus sûres. Les ondes de choc de cette seule frappe continuent de se propager longtemps après que la poussière soit retombée à Sanaa. Pour les compagnies maritimes et le commerce mondial, l'impact a été immédiat et positif. Des navires qui contournaient l'Afrique,
allongeant les trajets de semaines et les coûts de millions, ont commencé à revenir prudemment vers la mer Rouge. La prudence reste de mise, mais le calcul du risque a changé. Cette démonstration de la capacité et de la volonté américaine a réduit la perception de menace qui étranglait l'un des passages maritimes les plus critiques du monde. Ce qui rend cette opération particulièrement remarquable, d'un point de vue militaire, c'est ce qu'elle incarne. Une nouvelle forme de projection de puissance. Pas de déploiement massif, pas de force écrasante, juste ce que les stratèges appellent une compression stratégique. Identifier les vulnérabilités critiques, développer un renseignement précis et livrer un effet parfaitement calibré avec un minimum de moyens. Un bâtiment, un instant, un impact maximal. Alors qu'on approche du premier mois après la frappe, le signe le plus révélateur de son efficacité est peut-être ce qui ne s'est pas produit. Aucune attaque majeure sur la navigation, aucune escalade dramatique, aucun cycle de frappe, riposte, comme on en a connu tant. À la place, un nouvel équilibre semble émerger, plus stable, plus prévisible, avec des limites mieux comprises et des conséquences plus claires. Mais des questions demeurent. Les Houthis ont été perturbés, pas vaincus. Le calcul stratégique de l'Iran sur ses proxys évolue encore. Et les dynamiques fondamentales qui ont conduit à cette confrontation n'ont pas disparu. Ce qui est sûr, c'est que le 21 avril n'a pas été un jour de plus dans un conflit interminable. C'était la preuve que précision, patience et bon timing peuvent parfois accomplir ce que la force brute ne peut pas. La frappe à l'aube sur Sanaa disparaîtra peut-être des gros titres, mais ses effets se font toujours sentir dans les centres de commandement, les routes maritimes, les états-majors stratégiques à travers la région et au-delà. Parfois, les opérations militaires les plus importantes ne sont ni les plus visibles, ni les plus bruyantes. Ce sont celles qui changent les calculs, réinitialisent les certitudes et prouvent que dans les conflits modernes, savoir exactement où et quand frapper peut être plus puissant que tout l'arsenal du monde. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir d'autres contenus de qualité.